Le club de la bourse. 4 invités avec nous jusqu'à 18 h pour faire le bilan de cette année 2018, expliquer ce qui se passe sur les marchés et faire un peu de prospective sur 2019. Quels sont les enjeux pour 2019 et au-delà pour les investisseurs? On va en parler ce soir avec Igor Demac. Bonsoir Igor. Bonsoir Vous êtes Grégoire. gérant, porte-parole de la gestion de DNCA. À vos côtés, Olivier de Béranger, le directeur des investissements, le directeur de la gestion de la financière de l'échiquier. Olivier, bonsoir. Bonsoir Grégoire. Didier Saint-Georges avec nous également ce soir jusqu'à 18 h, membre du comité d'investissement de Carmignac Gestion. Bonsoir Didier. Bonsoir. Et Marc Renaud qui complète ce tour de table, le président de Mandarine Gestion. Bonsoir Marc. Bonsoir Grégoire. 2018 qui n'est pas encore terminé mais qui est une année compliquée sur les marchés. C'est une question collective. Comment est-ce qu'on explique? On est là sur un sommet professionnel. Vous avez rencontré, comme vous faites régulièrement, les partenaires, les CGP avec lesquels vous travaillez. Quel est le message qu'on fait passer en fin d'année après une année compliquée? On a vu quand même des performances négatives s'accumuler, des contre-performances également par rapport à la situation de marché. Qu'est-ce qu'on explique en cette fin d'année, Didier Saint-Georges? On explique le comportement des marchés comme étant quelque chose d'assez inévitable, qui est d'une part un éclatement de bulles au pluriel. Il faut bien avoir en tête que 10 ans de quantitative easing aux États-Unis, ou presque 5 années d'intervention en normes par la Banque centrale européenne, ça a créé des bulles qui se sont propagées par vagues, en partant de ce qu'achetaient les banques centrales, et puis ensuite les investisseurs allant chercher du rendement, donc propageant l'augmentation des valorisations à ce moment-là. Donc le premier des mouvements qu'on a en 2018, à partir de grosso modo fin du mois de janvier, c'est le dégonflement de ces bulles. Aux États-Unis, on est en train de voir les prémices d'un dégonflement du marché immobilier, par exemple, qui est une autre bulle qui a été provoquée par les taux bas très longs. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce dégonflement de bulles de valorisation rentre en collision avec un cycle économique qui lui-même est en ralentissement global. Donc quand vous avez un assèchement du soutien des liquidités et en même temps un ralentissement économique, clairement là il y a un télescopage qui explique une grande partie de la baisse des marchés. Et puis vient se greffer sur cette double collision une troisième qui s'ajoute au carambolage, qui est un cycle politique qu'il ne faut pas négliger et que l'on voit aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Brésil, aujourd'hui en Italie, peut-être demain en France, qui est un cycle politique un petit peu de rébellion contre le commerce international, la globalisation, le pouvoir centralisé, un petit peu une rébellion contre la démocratie représentative. Et tout cela crée également donc un cycle politique qui s'ajoute au télescopage. 2018, c'est cela. Et à mon avis, il n'y a pas de raison que calendairement ça s'arrête au 31 décembre. Didier, moi je vous écoute depuis longtemps et je vous ai écouté tout au long de cette année 2018. Ce phénomène, ces cycles, ces fins de cycle que vous avez parfaitement décrit depuis le début de cette année, en termes de gestion, c'était impossible de ne pas les subir. C'est-à-dire, vous représentez tous autour de la table en partie la gestion patrimoniale aujourd'hui. C'est impossible de ne pas subir ces cycles-là. Vous en parlez depuis si longtemps. Oui, alors c'est une question parfaitement légitime. C'était possible. Et on l'a plus ou moins bien fait et nous on l'a mal fait. Et c'est assez intéressant parce que, en effet, vous pouvez avoir la bonne analyse, mais vous avez un problème de timing, c'est-à-dire que quand vous êtes au mois de janvier, dans une période où les marchés sont dans le déni total de ce que je viens de décrire. C'était l'euphorie, l'euphorie positive. C'est très dire. Ensuite, une sorte de réveil brutal au mois de février. Qui corrige de manière extrêmement soudaine, qui reprend l'espoir derrière au mois de avril-mai, puis au mois d'octobre panique et panique encore au mois de novembre. Il y a un problème de timing de marché. Vous savez, il y a une expression qui est absolument horrible, mais que je vais mentionner quand même, on la connaît tous, c'est le fait que les traders adorent les guerres. Et c'est vrai que ce sont des périodes où c'est du trading en réalité. Vous pouvez avoir la bonne analyse de marché, vous avez des tels mouvements qui vont au-delà de la volatilité, c'est plutôt de l'instabilité, où là il faut être trader. Et des marchés très techniques en fait. Oui, absolument, c'est-à-dire qu'il y a un fond qui est très fondamental, qui s'explique, et comme vous le dites, et je crois que l'analyse s'est avérée complètement pertinente. Maintenant, la mise en œuvre, l'exécution
dans la gestion des fonds, c'est en effet quelque chose qui fait appel à de talents de trading sur lesquels on est plus ou moins heureux selon l'année. Igor Demac, puis on poursuit le tour de table. Voilà. Quel état des lieux, quel bilan vous faites de cette année 2018? Moi, je suis aussi intéressé et on l'a mis en avant dans le cadre de ce sommet BFM Patrimoine. Le discours tourné vers vos partenaires CGP. Là, qu'est-ce que vous leur dites à l'occasion de ce sommet ou à l'occasion des rencontres pour expliquer ce qui s'est passé cette année sur les marchés, pour qu'eux-mêmes, d'après ce que je comprends, l'expliquent au client final? Et ça, c'est important. Les clients, c'est un peu difficile de leur expliquer qu'on a tout vu et que c'est normal ce qui se passe en ce moment. Donc il faut faire son mea culpa. On a sous-estimé l'impact du retrait de liquidité des banques centrales, mais aussi de la formidable opération de confiscation des réserves mondiales par Donald Trump, puisqu'il a réussi, avec la guerre commerciale et puis son programme fiscal, à attirer à peu près toutes les liquidités mondiales qui se sont asséchés partout ailleurs, et on l'a mal estimé en Europe parce que contrairement à d'autres marchés, en Europe les actions n'avaient pas de multiples de valorisation de bulles. Elles étaient plus chères que maintenant évidemment, et ça c'est un effet qu'on a sous-estimé, et je pense que depuis le début on sous-estime beaucoup Donald Trump. Après les clients doivent aussi savoir que c'est pas parce qu'il y a un doute sur le cycle qu'on est en fin de cycle. Tu as utilisé l'expression fin de cycle, on n'est pas en fin de cycle en 2018. Aujourd'hui, personne ne peut qualifier l'année 2018, même si on va manquer d'un peu de croissance en fin d'année 2018 en Europe, de fin de cycle. Et le prochain semestre 2019 aux États-Unis n'est pas perçu comme un semestre à risque. La question, c'est le ralentissement. Qu'est-ce qu'il vaut sur les marchés? Qu'est-ce qu'il vaut sur les marchés actions en Europe, aux États-Unis? Et on est dans cette phase très inconfortable et qui, techniquement, là je rejoins Didier, a été très difficile à mettre en œuvre dans différents styles de gestion. Olivier de Béranger, pour la financière de l'échiquier, le message de cette fin d'année 2018, ce qu'on peut rajouter en complément bien sûr. C'est vrai que, notamment dans les gestions diversifiées, nous n'avons pas été très bons en 2018. Moi, la raison que je vois essentielle à la contre-performance de nos fonds, c'est plus un manque de timing dans les ajustements sur le type d'action qu'on avait en portefeuille. Donc il faut rentrer un petit peu dans le détail bien sûr. Du type d'action qui a performé, du type d'action qui était déjà en sous-performance notable, même après la fin de l'été, pour arriver à comprendre cette performance. Donc là, je rejoins Igor sur le mea culpa. On a mal vu la persistance du cycle de croissance jusqu'à la fin de l'été, et tout d'un coup, l'accident entre value et croissance qui s'est passé à partir du mois de septembre. Après, que dire pour 2019 ? Je crois que moi le thème central, c'est pas forcément la guerre commerciale, c'est clairement la liquidité des banques centrales. Je crois vraiment que c'est ça, la guerre commerciale, ça crée de la volatilité à court terme. La liquidité des banques centrales, ça crée les trends et les bulles de long terme. Ce qui se passe là autour de Huawei, la petite parenthèse, ça vous fait pas craindre, vous appelez ça du bruit, c'est un épisode de... C'est du gros bruit, je vais pas vous dire que c'est rien. D'accord, ok. Mais je pense que ce qui va marquer 2019, c'est plus, est-ce que la Fed va arrêter ou non son cycle de hausse des taux, ou plus exactement, est-ce qu'elle va faire 1, 2, 3 ou 4 hausses des taux? Est-ce que la BCE va commencer à douter de sa sortie et de son augmentation des taux en 2019? C'est plus ces questions-là, à mon avis, qui sont centrales sur la valorisation des actifs risqués. Marc Renaud, qu'est-ce que vous retenez de cette année 2018 et quel est le message là qu'on fait passer aux partenaires CGP qui sont là? Beaucoup a été dit et j'adhère à l'essentiel de ce qui a été dit bien sûr. Je voudrais juste ajouter, pour donner une touche optimiste, que il nous reste 45 minutes pour être en haut de cycle. On était en haut de cycle. Ouais. La bonne nouvelle, c'est qu'on est toujours en haut de cycle économique, on est un peu moins en haut de cycle boursier. Il y a quand même eu 10-12% de baisse sur des marchés qui, effectivement, en Europe, étaient très correctement valorisés, mais pas gonflés, en tout cas pas globalement. Voilà, quand un indice fait moins 10, vous le savez, il y a des trucs qui font moins 30. Donc c'est un marché qui a quand même bien souffert. Le pire n'est jamais sûr. Je veux dire qu'on soit en ralentissement, c'est évident. Que certaines corrections étaient nécessaires, c'est évident. Que ce soit plus brutal du fait du contexte de guerre commerciale, etc., c'est évident. Mais on est toujours dans un scénario dominant de croissance, certes molle, mais toujours en place. Les boîtes ont fait tellement de cost-cutting pendant la crise que leur effet de levier opérationnel est très fort. Ça veut dire qu'avec un petit peu de croissance, elles peuvent continuer à avoir leur marge bien se tenir, voire s'améliorer.
Voilà, donc le scénario du moins 40 n'est pas le plus probable, hein. C'est certes une année désagréable, c'est certes une année qui a été plus brutale que ce que nous prévoyons tous. Didier a fait œuvre d'humilité, mais en réalité, toutes les gestions actives, malheureusement, ont cette année des résultats difficiles, ou presque. C'est une merveilleuse année pour les ETF, hein. Ouais. Donc voilà, c'était un marché pénible, mais c'est pas la fin du monde. On a toujours de la croissance en Europe, même si elle est molle. Les banques centrales, certes, sont dans une phase de resserrement, mais aux États-Unis, il est peu probable que ça aille très loin. En Europe, je souhaite qu'ils y arrivent un petit peu. Ce serait le contraire, qui serait une mauvaise nouvelle. Voilà, donc année difficile, année dans laquelle les gens actifs ont été globalement médiocres. Mais on n'est pas à la veille de l'effondrement final. Ça n'en a pas l'air. On va marquer une pause. Alors l'effondrement final, non, mais une séance encore compliquée comme au moment où on se parle. On aura peut-être l'occasion de dire un mot de l'immédiateté des marchés, mais est-ce qu'on a là une séance de capitulation en partie, en tout cas sur les actions européennes, parce que moins 3, moins 3,5% sur les indices européens, je suis pas sûr qu'on ait vu beaucoup de séances de cette ampleur-là en termes de baisse cette année, hein. On retombe à 4775 points sur le CAC 40 pour l'indice parisien, avec une grosse séance d'aversion au risque. Donc on continue de débattre des sujets et des enjeux 2019 pour les marchés, pour les investisseurs, avec nos invités qui sont avec nous jusqu'à 18h. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Tous les mois, BFM Business réunit les décideurs informatiques autour de Frédéric Simotel, journaliste high-tech. Pour accompagner la nouvelle génération de DSI dans la révolution digitale, nous avons créé le CIE Lab. Ce premier laboratoire de partage d'expériences permet de définir collectivement les meilleures pratiques de la fonction DSI. Venez nous rejoindre dans ce cercle de haut niveau de réflexion qui privilégie la confidentialité des échanges. Pour participer au prochain cercle CIO Lab, le rendez-vous des DSI. Mardi 11 décembre, faites votre demande d'inscription sur cercle@bfmbusiness.fr. Chez BNB Hotel, on se bat pour apporter à nos clients, dans un cadre d'un court séjour, un service qui soit le plus pertinent possible au meilleur prix. Ce service, on le rapporte grâce à SFR Business, qui nous a aidé à connecter nos hôtels à des réseaux de fibre optique et à concevoir des services innovants pour simplifier la vie de nos clients jour après jour. Cette simplification passe par des bornes numériques à l'entrée de l'hôtel qui permettent d'accéder à sa chambre avec un code électronique, des bornes qui vont permettre de commander des repas dans les restaurants du quartier et de se les faire livrer à l'hôtel directement. Une connexion simple entre le téléphone du voyageur et la télé de sa chambre qui va lui permettre de regarder ses programmes préférés sur le grand écran. On a la chance chez BNB Hotel d'avoir un très grand succès et d'ouvrir un hôtel par semaine. Donc on doit avoir la certitude que ça va bien se passer. Et ça, SFR Business nous l'apporte. On est rassuré, on sait que ça va bien marcher. L'an dernier, Daniel a subi un grave accident qui l'a immobilisé plusieurs mois. En tant que travailleur indépendant et personne clé de son activité, il a failli tout perdre. Pour le coup, son contrat MetLife l'a vraiment sauvé. Daniel a reçu des indemnités journalières pour lui et sa famille, et son entreprise a perçu des versements pour couvrir les frais généraux et être maintenu à flot. Protéger vos revenus, votre activité et votre famille, c'est notre métier. MetLife. Traversons la vie ensemble. Les imprimantes Epson EcoTank fonctionnent sans cartouche pour vous permettre de remplir des pages avec vos souvenirs de divertissement, de saveurs, de frissons, d'inspiration, de projets, plutôt que de passer votre temps à changer vos cartouches d'encre. Pour en savoir plus, consultez la page web epson.fr/ecotank. Cardinal. Un peu de béton, beaucoup d'imagination. Spécial sommet BFM Patrimoine avec BFM Business et la CNCGT. Votre rendez-vous avec la Banque Palatine. Accompagnement des ETI et de leurs dirigeants. BFM Business, Intégral Bourse,
Jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Nos invités avec nous en plateau jusqu'à 18h pour discuter des grands enjeux de 2019. Marc Renaud, le président de Mandarine Gestion, Didier Saint-Georges, le comité d'investissement de Carmignac Gestion, Olivier de Béranger, directeur de la gestion de la financière de l'Échiquier, et Igor Demac, gérant, porte-parole de la gestion de DNCA. Le risque politique nous a accompagnés tout au long de l'année 2018, la fin d'un cycle politique favorable, comme vous le décrivez, Didier. Est-ce que la France, là, de manière impromptue, vient rejoindre justement la liste des risques politiques? C'est pas franchement dans le viseur, il y a même encore peut-être 15 jours, l'escalade est très très rapide. Et évidemment, avec le Brexit, avec l'Italie, on a tendance à, je sais pas, tirer des lignes entre ces différents points et d'en faire un sujet populiste là qui devient très compliqué à gérer pour les investisseurs, Igor. Oui, alors on avait été quand même dans le viseur lors de l'élection d'Emmanuel Macron. Ouais. Je crois que le bon marqueur pour les marchés, c'est l'écart de rendement entre l'OAT 10 ans, donc l'obligation souveraine française, et le Bund 10 ans, qui est aujourd'hui 43. 43. Tant que ça navigue dans ces eaux-là, ça veut dire que les bailleurs de fonds internationaux ne sont pas inquiets sur la situation politique. Il faut rappeler quand même que les institutions françaises sont relativement solides. Alors après, je pense que le sujet des gilets jaunes, il peut se décliner comme tous les autres sujets de populisme en Europe, mais il pose 3 questions. Est-ce que le modèle démocratique actuel fonctionne et est capable d'engendrer la croissance économique? Deuxième point, la répartition des populations inactives et actives est complètement différente aujourd'hui, surtout dans les pays où il y a un vieillissement démographique et surtout dans les pays où il y a un gros taux de chômage. Donc les inactifs, sans termes péjoratifs, pèsent beaucoup plus et font pression sur les actifs pour produire et créer de la valeur. Et le troisième point, et qui est vraiment criant dans notre pays, c'est la gestion des finances publiques. Et en fait, on s'aperçoit que depuis 30 ans, on dépense toujours plus en France. On a le record de dépenses publiques et de prélèvements obligatoires. Et on est peut-être le modèle social français, mais personne ne l'a suivi. Et ça, quand on regarde 3 exemples de réussite, entre guillemets, économique, les États-Unis, la Chine et l'Allemagne, vous apercevez que sur le modèle démocratique, croissance économique, la démographie et les dépenses publiques, les États-Unis ont au moins à chaque fois 2 des 3 points, c'est-à-dire croissance économique et plein emploi. Donc cette pression actif-inactif n'est pas tout à fait le sujet. L'Allemagne a le plein emploi et la croissance, mais des problématiques démographiques et la rigueur budgétaire. Et les Chinois ont la croissance, la rigueur budgétaire, donc des excédents, mais un gros problème démographique. Et nous, en France, on n'a aucun des 3 côtés des triangles, peut-être une croissance économique molle. Une croissance économique, mais qui est assez molle. Donc en fait, si on devait expliquer les choses aujourd'hui, plutôt qu'appeler à la vindicte populaire, c'est ces 3 angles d'attaque auxquels il faut trouver des réponses, qui sont des problèmes très long terme, très complexes. Et c'est ça que le populisme est en train de nous dire. Des problèmes très long terme, je reste sur le cas de la France, mais on peut décliner, mais qui remettent en cause ce que le marché a acheté à l'occasion de l'élection d'Emmanuel Macron. On le rappelait, on se retrouvait quand même dans nous aussi le risque de basculer dans la tentation populiste. Ça n'a pas été le cas en 2017. Est-ce qu'on est en train de ruiner les efforts qui ont été faits jusque-là? Est-ce que la logique de réforme, elle s'arrête aujourd'hui avec la crise politique, la crise sociale qui se matérialise, qui s'exprime pleinement en France? Je pense aussi à la logique de construction européenne, alors qui était déjà un peu mise sous le couvert depuis quelques temps, mais qui faisait partie quand même, qui avait accompagné l'élection d'Emmanuel Macron dans l'espoir qu'il avait pu susciter chez les investisseurs. Marc Renaud, chez Mandarine Gestion. Alors la réponse est oui, il y a un risque, mais il faut, c'est un problème en plus sérieux pour notre pays et le fonctionnement de ses institutions et de son économie, mais d'un point de vue boursier, je pense sincèrement qu'il faut le relativiser. C'est juste une preuve de plus, mais est-ce qu'on en avait besoin que cette Europe fonctionne pas? Mais il n'y a qu'à voir les flux sortant depuis des mois, si ce n'est des années, sur les actions boursières pour comprendre que c'est pas un scoop. Donc vu de France, c'est clairement plus préoccupant que vu d'ailleurs, mais je pense pas que ce soit un événement boursier à la hauteur du déficit des querelles commerciales, à la hauteur du Brexit. Et la bonne nouvelle, c'est que sur cette image de l'Europe, moi je continue à espérer et penser que le Brexit pourrait ne pas avoir lieu. Et si c'était le cas, ce serait une très bonne nouvelle pour l'Europe.
Et les gilets jaunes français, ce serait tout à fait à relativiser. Tiens, c'est un call 2019 ça, Marc? On peut le formuler comme ça? Le Brexit n'aura pas lieu et Reprenez vos bandes, je pense ça depuis le début. Ouais. Et ce que montre l'accord d'aujourd'hui, c'est que c'est pas vraiment possible ce truc-là. Ouais. Voilà, et si l'Angleterre sortait pas, ce serait une bonne nouvelle. Et ça pour vous, c'est un soulagement de marché? Parce que le marché... C'est un soulagement de marché. Oui. Ah oui. Sur le risque politique, alors Olivier de Béranger et puis Didier Saint-Georges, moi je veux bien qu'on dise un mot de la France quand même, parce que ça nous concerne tous et c'est l'actualité du moment, l'exemple frappant du moment. Je suis d'accord avec Igor que pour l'instant le vrai thermomètre de l'état de la vision du monde sur la France, c'est le spread, donc l'écart de taux entre le Bund et l'OAT. Pour l'instant, on peut dire que le patient commence à avoir un petit peu de fièvre, mais c'est pas dramatique. 40-45 BP, on a connu beaucoup plus large lors notamment de la crise de la zone euro en 2011. Et je serais tenté même de dire que depuis des années, les marchés mondiaux et les investisseurs mondiaux en OAT sont plutôt généreux avec cette prime de risque faible qu'ils accordent à la France. Pour les fondamentaux de la France ou pour des questions de profondeur de marché, de liquidité Pour les fondamentaux de la France et pour la relation forte supposée avec l'Allemagne qui en fait va être testée dans les mois qui viennent. On bénéficie de la garantie allemande. Exactement. Donc en fait, l'OAT depuis des années, elle est gardée par le lien franco-allemand qu'on espère toujours aussi solide et puis bien sûr par la politique de la BCE qui est quand même pour l'instant un backstop très important. Mais on a eu une crise politique très importante en Italie, on a eu une flambée des taux italiens, n'empêche que le meilleur actif obligataire européen du mois de novembre, c'est le BTP italien à 10 ans. Donc on peut toujours paniquer à court terme, on peut toujours avoir de la volatilité à court terme sur des événements politiques et de politique intérieure qui sont inquiétants, je vous l'accorde. Enfin, n'oublions pas que au final, la question qu'on pose simplement, c'est est-ce que le lien entre la France et l'Allemagne est toujours aussi fort? Est-ce qu'à la fin, la BCE sera toujours là pour faire un backstop sur les spreads souverains en Europe? Et finalement, c'est la seule question qui vaille pour les marchés. Et je pense que c'est important pour les marchés boursiers d'avoir cette garantie. Et ça reste une conviction. Enfin, la BCE ou les banques centrales, ce qu'on appelle le put banque centrale, le backstop, le filet de sécurité, l'option de protection en cas de problème, en cas de dérapage trop sévère. Oui, ça c'est quelque chose. Enfin, on peut construire des scénarios de marché là-dessus encore aujourd'hui. Bien sûr, parce que les outils existent, ils ont été créés en 2011, ils n'ont pas été utilisés. Ouais. Je pense que la BCE va nous annoncer des programmes de liquidité en début d'année 2019 s'il y en a besoin. Donc pour l'instant, on ne teste pas du tout le seuil de douleur. Le seuil de douleur France-Allemagne, il n'est pas à 40, 45 ou même 60 BP de spread. Il est beaucoup plus haut. Didier Saint-Georges, sur le risque politique. Je voudrais proposer un autre angle pour comprendre ce qui se passe. Tous les journaux, les chaînes d'information continues font énormément d'analyses sociologiques, politiques, etc. Donc je pense qu'on n'est pas légitime pour essayer de rester dans ce registre-là. En tant qu'investisseur, je pense qu'une façon d'essayer de comprendre ce qui se passe, et c'est vrai pour la France, mais c'est pas vrai que pour la France, c'est que l'on est exactement dans l'un des effets secondaires de la vieille crise de 2008. Il faut juste se rappeler qu'en 2008 et un peu plus tard en Europe, les pays, les gouvernements sont devenus absolument incapables de traiter la crise, surendettés, déficit budgétaire, donc incapables de relancer la machine. Donc le bâton a été confié aux banques centrales pour faire ce qu'elles pouvaient avec des moyens de banque centrale pour essayer de maintenir l'économie. Les banques centrales ont fait ce qu'elles savent faire, elles ont baissé les taux d'intérêt, elles sont allées au-delà, acheter des actifs et baisser les taux d'intérêt. La résultante de cela, c'est exactement la cause de ce qui se passe aujourd'hui avec les gilets jaunes, mais également avec le cas de l'Italie, avec les États-Unis également, c'est la même chose. Vous avez la chose suivante, vous avez eu un traitement de la crise par des banques centrales qui a mené à une très forte inflation des actifs financiers, et on le sait tous, et à contrario, les gouvernements n'étant pas en mesure de faire des politiques budgétaires accommodantes, l'économie réelle, elle est restée très faible et les salaires sont restés très faibles. Cette divergence a continué pendant des années et a amené à une sorte de force de rappel considérable avec principalement des candidats aux élections qui proposaient une autre alternative, puisque les gouvernements classiques jusqu'à là avaient été incapables de reprendre la main. C'est ça qui a fait élire Trump aux États-Unis. Et quand on se souvient dans le cas de Macron, il a été élu également sur l'idée ou la promesse qu'il allait trouver une solution que n'avaient pas trouvé, on va dire, les partis classiques.
il était assez disruptif dans son Il y avait du Trump chez Macron, enfin en tout cas dans cette logique-là, dans cette idée-là. Une réponse à la faillite des partis classiques qui, depuis un certain nombre d'années, n'avaient absolument pas réussi à redonner de la dynamisme à l'économie. Et le problème aujourd'hui, c'est que cette raison pour laquelle, en effet, même si en vote absolu, c'était pas 80% qui a soutenu son élection, mais il a quand même réussi à être l'alternative aux dirigeants habituels, comme Trump est une alternative aux dirigeants habituels aux États-Unis, comme Salvini est une alternative aux dirigeants habituels, donc sur des configurations différentes, mais finalement le message est un petit peu le même. Et le problème derrière, c'est est-ce qu'il arrive à être à la hauteur de cette attente-là? Et là, le message qui est envoyé, on va dire, par le mouvement des Gilets jaunes, c'est que la réponse est non, finalement, il y a déception par rapport à l'attente. Et ça m'amène à la conclusion suivante, alors c'est peut-être un petit peu, ça peut prêter à controverse, mais il me semble qu'il y a deux choses, je dirais pas des certitudes, mais des choses qui me semblent assez certaines quand même pour les prochaines années. La première, c'est que les banques centrales ne vont plus pouvoir faire ce qu'elles ont fait depuis 10 ans. Elles ont grosso modo atteint le fond du tonneau, et qu'à contrario, les politiques, on va dire, d'austérité, qui étaient le contrepoint de ces politiques monétaires extrêmement accommodantes, vont se relâcher. Les politiques d'austérité vont devoir se relâcher. Donc ça, c'est pas forcément mauvais pour les marchés actions. C'est-à-dire qu'on va avoir une politique qui sera peut-être davantage une politique de croissance que ce qui a été imposé par l'Allemagne depuis 10 ans. A contrario, et là je reviens sur le marché obligataire, a contrario, il me semble que là, plus de souplesse à l'égard des dépenses budgétaires, de la rigueur, de la vertu budgétaire. Ça se paye sur le marché, oui. De crédit, ça se paye, ça doit se payer quelque part sur le marché obligataire. Cette logique budgétaire, là, elle va venir prendre la suite de la logique quantitative des banques centrales. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on entre dans l'ère de la logique budgétaire telle que Donald Trump l'a montré? Enfin, moi je veux bien, est-ce que c'est positif marché? Je vois déjà que du point de vue politique en Europe, c'est très très compliqué d'accepter que l'Italie nous fasse un déficit à 2,4%. Qu'est-ce qu'on met dans cette logique budgétaire qui soutienne la croissance? Il y a juste un petit problème. Partout les déficits budgétaires et la dette sont quand même très élevés. Il y a juste une petite différence, c'est que Trump aimait la monnaie mondiale. Ouais. Donc tant qu'il y a une croyance, ça s'appelle un assignat. Hein. Tant qu'il y a une croyance, ça marche. Les Italiens, ils n'émettent pas la monnaie mondiale. Hein. Donc l'Europe ne pourra pas suivre là, vous dites? Je suis pas sûr qu'elle puisse le faire dans les mêmes proportions et avec le même enthousiasme, même si en même temps le raisonnement est séduisant. Hein. Il y a juste que même si on a fait de l'austérité depuis 10 ans, on a fait de l'austérité avec des niveaux de dette qui sont à des plus hauts quand même. Hein. Donc c'est un exercice délicat, même s'il est nécessaire. Mais ce sera très délicat. Mais oui, non, très rapidement. Il faut bien voir qu'il y a encore 2 semaines, la France était en mesure de donner des leçons à l'Italie. Depuis quelques jours, c'est un peu moins vrai. Tant que vous avez que l'Italie qui est dans ce cas-là, en effet, c'est impossible. Si vous commencez à avoir 2, 3, 4 pays dans la même situation, la Commission européenne sera peut-être obligée de prendre un peu plus de souplesse. Pour dire les choses autrement, j'ai l'impression que plus la crise française s'est aggravée et s'est allée vite ces derniers jours, plus la crise italienne s'est résorbée, hein, du point de vue des marchés. En tout cas, on a vu que la situation italienne était moins tendue du point de vue du marché à partir du moment où la situation française était en train de déraper. Hein. Le problème se dilue. Petite différence. Igor, et puis on marque une pause après pour revenir quand même sur la dans le taux de détention des obligations italiennes et dans le taux de détention des obligations françaises, puisque les Italiens, même si la dette italienne a été attaquée, sont plus propriétaires de leur dette que nous. Et donc, à partir du moment où nos États sont financés par des mains étrangères, il faut être malheureusement plus rigoureux que celui qui émet la monnaie mondiale, les États-Unis, et celui qui dépense en dépenses militaires l'équivalent de toutes les dépenses militaires de tous les autres pays dans le monde. Parce qu'à la fin des fins, les porte-avions, ils sont là-bas. On marque une pause, messieurs. On va clôturer quand même la pire séance depuis le 24 juin 2016. Ça devait être le lendemain du vote du Brexit. Donc on n'est quand même pas sur un mouvement de marché anodin. On va se reconnecter à l'immédiateté quand même de cette séance. Est-ce qu'on a là une séance de capitulation? On en parle avec vous, jusqu'à 18h. Et puis Andrea Tchioni qui sera avec nous d'ici quelques instants chez Saxo Bank pour commenter cette journée importante sur les marchés. BFM Business, Intégral Bourse. Fin de séance sur les marchés, effectivement, avec la clôture définitive à suivre d'ici quelques instants. On va se reconcentrer quand même plus que quelques minutes sur cette séance qui marque cette fin d'année 2018. On est sur la plus forte baisse du CAC 40 depuis le Brexit, depuis le 24 juin 2016. Une baisse qui s'annonce proche de 4% quand même.
Moins 3,7% pour l'instant pour le CAC 40, 4760 points. Bon, baisse du même ordre sur les autres marchés européens, alors que Wall Street est en train d'accélérer également à la baisse. Andrea Tchiony, vous êtes avec nous en duplex, sales trader chez Saxo Bank. Andrea, vos commentaires sur cette séance. Est-ce qu'on est en train de vivre une séance d'abandon, une séance de capitulation de la part des investisseurs? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un mouvement risk-off qui est très violent et qu'on a vraiment un petit peu un sentiment de panique chez les investisseurs parce qu'on a ce mouvement de baisse, comme vous l'avez dit, qui est le plus important depuis le Brexit. Donc c'est quand même pas anodin. On a l'ensemble des indices qui sont bien évidemment dans le rouge. On a l'ensemble des secteurs qui sont ici également dans le rouge. Si on regarde en performance hebdomadaire, il n'y a plus qu'un seul indice majeur qui tient, c'est le Nasdaq, et a priori pas pour longtemps. Donc on est vraiment sur une dynamique qui est une pente qui est assez raide et une dynamique qui est pas du tout encourageante sur les marchés. Tous les indicateurs, on pourrait utiliser beaucoup de superlatifs, mais tous les indicateurs sont assez inquiétants. Les volumes sont bien évidemment très très élevés. On est proche d'être à plus de 50% au-dessus de la moyenne mobile des 100 jours sur les volumes sur le S&P, donc c'est pas rien. Tous les niveaux de support quasiment aussi ont été cassés parce que sur le CAC, si on regarde les derniers niveaux de support qui tiennent, alors le plus proche, il est situé vers vers 4730-50, et si on regarde du côté, si on regarde un petit peu plus loin derrière, c'est 4600 points, donc c'est encore plus bas et on n'a rien qui aujourd'hui peut nous garantir, ou on peut pas être confiant sur le fait qu'on n'ira pas jusqu'à ce niveau. Donc c'est encore une fois un signal graphique et technique qui est très inquiétant. Les catalyseurs, on les connaît, ils sont nombreux, il y a pas mal de choses qui peuvent justifier cette baisse, et ce qui est plus inquiétant, c'est que même les bonnes nouvelles qu'on a pu avoir aujourd'hui n'ont pas suffi à calmer, à défaut de lancer un rebond, à calmer au moins cette nervosité qu'on a sur les marchés, et cette inquiétude et ce mouvement de panique auquel on assiste déjà depuis 2 jours avec la grosse baisse qu'on avait eue sur les indices américains. Parmi ces catalyseurs, on a bien sûr cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. On a eu un sentiment d'espoir en début de semaine, mais un espoir qui a complètement été endormi sur les derniers jours. Donc aujourd'hui, il y a une grosse inquiétude par rapport justement à une issue positive sur ce dossier, un optimisme par rapport à cette trêve de 90 jours qui a été fixée entre les deux pays. Il y a des inquiétudes sur l'économie à proprement parler, avec encore une fois le thème de la récession qui revient aux États-Unis en parallèle avec ces premiers signes, on va dire, d'aplatissement, voire d'inversement de la courbe de taux américaine, même si aujourd'hui, dans cette logique un petit peu de flight to quality qu'on a chez les investisseurs, on a un rééquilibrage qui s'est opéré sur la partie obligataire parce que tout le monde essaye d'aller sur les valeurs refuges. Et puis on a bien sûr des sujets annexes, mais qui sont pas pour le monde, qui sont pas moins importants, comme le Brexit, le budget italien. On a aussi la question autour du pétrole, où on a appris il y a quelques minutes qu'il n'y aurait pas de conférence de presse des pays membres de l'OPEP, et donc du coup qu'a priori on n'a pas vraiment de signaux encourageants sur un accord pour une réduction de la production. Donc ça fait encore une fois beaucoup de sujets qui incitent les investisseurs à un petit peu vider leur position, sans compter qu'après il y a trading algorithmique qui se met en place, il y a des ordres stop qui sont déclenchés, et du coup on accélère le mouvement de baisse, et on assiste du coup à des séances où on perd proche de 4%, pas loin de 4% sur le CAC, ce qui est encore une fois un signal qui est assez catastrophique. Donc voilà, maintenant les indicateurs on les connaît, c'est 4730-50 pour espérer un petit peu sur le CAC, un rebond potentiel, et au-delà c'est 4006, et aujourd'hui encore une fois on est très très loin des zones de retournement. On a un marché qui a clairement, on a l'impression que ce marché a abandonné, parce qu'encore une fois même les bonnes nouvelles qu'on a pu avoir en provenance de Chine sur ces aspects de guerre commerciale et d'accord commercial avec les États-Unis, ces nouvelles n'ont pas du tout permis ce matin au marché de au moins marquer une pause dans leur phase de baisse, une phase de baisse qui s'est bien sûr accélérée après l'ouverture de Wall Street, où là aussi la dynamique elle est très mauvaise. On a cassé plusieurs niveaux et seuils techniques aussi importants sur le S&P, ce qui là aussi nous incite à rester encore une fois très très prudent sur ce marché, parce qu'encore une fois les signaux de rebond sont complètement absents, et toutes les tentatives de rebond qu'on a pu avoir, même les plus timides, du 5 ou une dizaine de points qu'on a pu avoir sur quelques minutes, elles manquent énormément de conviction pour qu'on puisse aujourd'hui affirmer que le mouvement est terminé et qu'on peut repartir au moins sur une stabilisation à défaut d'avoir un rebond. Merci beaucoup Andrea Tchiony, sales trader chez Saxo Bank. Donc une séance d'abandon, en tout cas une séance de forte baisse, la plus forte baisse depuis le vote du Brexit en juin 2016, et un marché parisien qui se retrouve alors sur des plus bas depuis quelques années maintenant, au plus bas depuis décembre 2016, au plus bas depuis 2 ans. Donc pour l'indice, les marchés européens, le CAC 4780 points, toutes les valeurs sont dans le rouge, la tech notamment qui a beaucoup souffert, et puis le pétrole qui est en train de s'écrouler à nouveau, une baisse de
de 4-4,5% des cours du pétrole. Voilà pour cette séance. André Attioni qui était avec nous, donc sales trader chez Saxo Bank. Messieurs, on vous retrouve autour de la table. Didier Saint-Georges, Carmignac Gestion, Igor Demac, DNCA, Olivier de Béranger, la financière de l'Échiquier, Marc Renaud, Mandarine Gestion. Un commentaire, alors c'est commentaire immédiat, mais c'est quand même pas une séance comme les autres. On n'a pas vu ça depuis plus de 2 ans sur le marché européen. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces séances de capitulation? C'est un point d'interrogation, c'est une question, Olivier de Béranger. Est-ce qu'on a un phénomène là qui y ressemble aujourd'hui? C'est sûr que de prime abord, ça y ressemble. Après, il faudrait regarder tous les indicateurs, tous les autres indicateurs techniques, le sentiment des investisseurs, les volumes. 5 milliards 6 à Paris, tout ça quand même commence à sembler à une forme de capitalisation. Est-ce qu'elle est finie? C'est toujours difficile à dire. Moi je pense que ce que le marché est en train de faire, c'est d'essayer de trouver l'acheteur marginal. En fin d'exposition de bulles, on est toujours en train de chercher qui va acheter mon OAT, qui va acheter mon obligation crédit, qui va acheter mes actions value ou de croissance. Et pour l'instant, on ne le trouve pas. Pour l'instant, c'est la fin de l'année, la technique est pas bonne, tous les indicateurs techniques sont plutôt mauvais, les flux, vous citiez tout à l'heure, Marc citait les sorties dans les fonds d'action européennes qui sont continues. Vous pouvez regarder les volumes sur les ETF, enfin les encours des ETF de crédit dans le monde ne font que diminuer tous les jours. Donc pour l'instant, je dirais que la marée continue de baisser. Oui, c'est ça. Il y a un momentum négatif. Il y a un momentum négatif face auquel c'est compliqué de s'opposer. Sa violence est quand même surprenante. Elle est sûrement déclenchée par des risques politiques, par des publications de chiffres. Néanmoins, je dirais que plus vite on trouvera un point d'appui qui soit technique ou de valorisation, plus vite on pourra se projeter sur 2019. Et c'est quand même ça qu'il faut faire aujourd'hui. On gardera un quart d'heure pour parler de 2019, mais encore une fois sur la séance du jour, cette séance de capitulation, ou ce sentiment de capitulation des investisseurs. Bon, est-ce qu'on a des éléments d'explication particuliers? Encore une fois, lundi matin, on partait du bon pied. On avait le dîner entre Donald Trump et Xi Jinping, Jérôme Powell qui avait commencé à changer un petit peu de ton. On était parti pour se dire tiens, peut-être que le rallye de fin d'année, on va pouvoir enfin, avec un peu de retard, en profiter, Marc. Et puis alors là, la rechute est quand même très très violente. Oui, on a eu un rallye d'une matinée, donc la conviction était molle. Bon, cette séance, effectivement, j'emploierais le même qualificatif, elle ressemble à une séance de capitulation. Des fois, il y en a plusieurs, mais elle y ressemble. D'autant plus qu'elle n'est pas isolée. On ne vient pas d'annoncer un truc qui fait décrocher le marché, ce qui était le cas, par exemple, du vote Brexit. Là, je le répète, certes les indices ont fait moins 10, mais il y a des trucs qui ont fait moins 30, moins 40, c'est pas isolé quand même. Et qu'est-ce qui a baissé fort? Eh bien, les boîtes qu'on avait portées au nu, ça s'appelle la tech aux États-Unis, le luxe en Europe, et puis les boîtes qui à tort ou à raison, enfin pas à tort ou à raison, qui sont perçues comme plus dangereuses en période de ralentissement, donc des cycliques, des bancaires, si bien que on a maintenant, c'est même pas un problème de growth value, c'est un problème de j'achète des utilities, il y a même les télécoms qui se mettent à surperformer, ça on l'a pas vu depuis des années. Incroyable. C'est vraiment j'achète tout ce qui me met à la ultra défensif. Voilà, donc encore une fois le décrochage est violent, non seulement dans la séance mais depuis le début octobre. Et le scénario aujourd'hui, on se dit toujours, parce qu'il y a pour nous boursiers, une espèce de magie des marchés qui savent des trucs qu'on ne sait pas, qu'est-ce qu'ils nous disent. Ils semblent nous dire qu'il y a une vraie récession qui arrive. C'est pas le scénario dominant qu'on a aujourd'hui, que prévoient ni les macros ni les micro-économistes. Bon, après on n'en sait rien. Ce qu'on peut dire, en tout cas de façon certaine, c'est que c'est beaucoup moins cher aujourd'hui qu'il y a un mois et demi, et qu'on commence à retrouver, notamment en Europe, des niveaux de récession qui sont à minima décents, voire tentants pour certaines valeurs. Le pétrole, pardon, Marc, vous regardez beaucoup le pétrole, les valeurs pétrolières, enfin la chute du pétrole. Alors très rapidement, pas monopoliser allez-y, mais le pétrole, moi je me garde bien d'essayer de prévoir ça. D'accord, mais 30-35% de baisse sur les cours du pétrole, c'est pas... Mais si, ça fait partie joyeusement ça a participé joyeusement à entraîner le marché à la baisse. Mais on a vu la dernière fois que le 30-40 sur le baril, c'est pas des prix d'équilibre. On arrête de puiser dans le shale oil, les investissements s'arrêtent. On n'y retournera pas durablement. Ouais. Et entre-temps, les grosses boîtes pétrolières ont baissé les coûts drastiquement. Il faut dire qu'il y avait du gras. Et elles sont, disent-elles, positive cash flow à 50-60 $ le baril. En attendant, vous touchez 6% de rendement, les bilans sont... Donc ça veut dire que la logique risque de crédit sur le secteur pétrolier, ce qu'on avait vécu fin 2015, début 2016... Pas sur Total. Non, oui. Et Total se fait massacrer comme les autres. Donc on commence à avoir des bêtises.
Igor et puis Didier là sur la séance du jour, enfin l'ambiance du moment sur le marché. Igor. Les marchés actions, ça fonctionne comme un sismographe. Donc là, il y a un message depuis plusieurs mois qui est envoyé. Je ne sais pas si le ralentissement est fort. Je ne sais pas s'il ne va pas y avoir une récession. Donc c'est normal, entre guillemets, d'avoir ces séances de capitulation en fin d'année sous le couvert d'un sujet politique qui est très grave. Parce qu'en fait, la guerre commerciale est une guerre idéologique entre la Chine et les États-Unis. Après, sur le pétrole, quand on pense quand même que c'est le prix du pétrole avec la taxe sur les carburants qui a déclenché le mouvement des gilets jaunes et qu'aujourd'hui il a perdu presque 35% et qu'il n'y a plus la taxe, on peut se dire aussi un peu tout ça pour ça, parce que la baisse du prix du pétrole, c'est la meilleure injection dans les économies développées qui puisse exister. Et la hausse du prix du pétrole, ça a ponctionné 1000 milliards de dollars sur les économies. Et donc peut-être que la force de rappel du consommateur, c'est ça. Mais ça met du temps. C'est-à-dire que instantanément le pétrole est pas cher, mais pour 3-6 mois quand même avant que ça porte ses fruits. Oui, c'est ça. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, je suis d'accord avec Marc. Les valeurs pétrolières sont de toute façon historiquement très peu chères, l'ont toujours été. Faut pas trop les acheter en fonction du prix du pétrole, mais surtout en fonction de leur coût de production, leur zone de forage, leur exploration, leur management, leur qualité intrinsèque, financière. Mais je crois que dans tout ce qu'on voit qui baisse, la très bonne nouvelle, c'est ça. Après, évidemment, on préférait que les actions... macroéconomique, hein, oui, macroéconomique, mais on est obligé d'avoir une force de rappel macroéconomique parce que le marché action et les marchés doutent doutent de la permanence d'une croissance au premier semestre 2019. Les taux bas et le pétrole. Oui, parce que les taux sont quand même très très bas là, désormais dans ce contexte. Didier, un mot sur l'ambiance. Oui, je veux juste rebondir sur ce que Marc et Igor ont dit. Et notamment, Marc, il faisait référence à nos vieux réflexes d'essayer de voir ce que dit le marché quand on ne sait pas trop nous-mêmes. Je crois qu'il faut reconnaître que ça fait un moment qu'on ne peut plus chercher dans les marchés le message sous-jacent. Entre le fait que ça fait des années que les phénomènes de liquidité menés par les banques centrales ont une influence disproportionnée sur les comportements de marché et qu'en plus de ça, le trading algorithmique est venu représenter une proportion considérable des flux, il faut faire maintenant reconnaître que les marchés très souvent ne disent rien, quoi. Ils envoient des messages qui ne sont pas du tout des messages qu'on peut interpréter de manière macroéconomique. Typiquement, dernièrement, c'est l'inversion de la courbe des taux. Oui. Voilà. Est-ce que ça nous dit qu'une récession est à venir et on regarde les statistiques sur les 40 dernières années, alors que les prix ne sont pas du tout fixés comme ils étaient sur les 40 dernières années. Donc, il faut qu'on arrive peut-être, à mon avis, à renoncer à essayer de voir ce que nous disent les marchés. Maintenant, le commentaire sur ce qui se passe aujourd'hui. Alors d'abord, compte tenu de ce que je viens de dire, il ne faut pas essayer trop de commenter une journée, me semble-t-il, mais simplement... Je reviens sur cette idée qu'on a commencé en début d'année un phénomène de bulles qui éclatent, et encore une fois de bulles au pluriel, et les bulles, on aimerait toujours qu'elles se dégonflent de manière régulière et tendancielle, mais c'est jamais comme ça que ça se passe. Donc on a des phénomènes d'augmentation considérable de l'instabilité, et aujourd'hui est une de ces journées simplement. Messieurs, restez avec nous, on prend la direction du Nasdaq. Sabrina, rapide pointage sur la situation de Wall Street, bon, qui ne s'améliore pas, j'imagine. C'est grave même, puisque l'indice Dow Jones a perdu jusqu'à 750 points sur les plus bas niveaux de la séance. On est actuellement sur une baisse de 654 points sur les deux dernières séances, là, avec mardi et aujourd'hui, puisqu'il n'y avait pas de séance, rappelons-le, hier. On est sur une baisse de 1500 points sur l'indice Dow Jones, actuellement à 24 372. Le S&P 500 perd 2,4%. Quant au Nasdaq, c'est un repli de pratiquement 2% à 7029 points sur cet indice. Dans ce contexte donc effectivement très compliqué, avec une volatilité qui s'envole, le VIX, le baromètre de la Fed, le baromètre de la nervosité des investisseurs s'envole de 21%. On est à 25,22 avec donc ces annonces de l'arrestation au Canada à la demande des États-Unis, de la directrice financière de Huawei, qui est la fille du fondateur de Huawei. Tactique de pression ou autre, eh bien cela a clairement déclenché un mouvement de forte nervosité et de forte vente, avec des secteurs comme les semi-conducteurs, bien sûr, au premier plan, les valeurs technologiques. Apple encore véritablement bien dans la tourmente, puisqu'on perd 3% encore aujourd'hui sur Apple.
Apple, on a toutes ces valeurs comme Caterpillar, Boeing qui sont également sous pression donc depuis ce matin. Le Dow Jones donc 24 372 points, une baisse qui s'accélère clairement depuis l'ouverture ce matin. Bon courage Merci. Sabrina, bonne fin de séance, merci, on vous retrouve tout à l'heure à la clôture évidemment sur BFM Business. On marque une pause, nos 4 invités avec nous jusqu'à 18h, on parle de quelques points clés pour les stratégies de marché 2019 à suivre sur BFM Business. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Jeunes entrepreneurs, vous venez de créer votre entreprise et vous souhaitez accélérer son développement. Participez à l'opération BFM Business Activateur de talent et profitez de l'expérience de Moussa Camara, président de l'association Les Déterminés. L'entrepreneuriat, c'est un puissant levier d'inclusion, notamment pour les habitants des quartiers populaires et des milieux ruraux. Entreprendre, c'est notamment relever chaque défi avec détermination pour avancer. Vous attirerez peut-être l'attention de Dominique Romano, président fondateur de la société d'investissement Guibor. Nous souhaitons ouvrir notre société d'investissement à de nouveaux profils et promouvoir un modèle de réussite innovant. Activateur de talent sélectionnera 10 entreprises qui se partageront 600 000 euros d'investissement. Pour participer, inscrivez-vous sur bfmbusiness.com. Un coin de rue. On passe devant tous les jours, sans même le voir. À la rigueur, on s'y arrête 5 minutes. Mais un coin de rue, on peut y vivre 46 ans. Y travailler, y jouer, ou y rencontrer son futur mari. On peut s'y perdre, ou s'y retrouver. Y naître, ou y renaître. Car ça n'est pas n'importe quel endroit, un coin de rue. C'est ici que la ville prend vie. Et c'est pour ça que nous avons choisi d'être là, à vos côtés. LCN, ma vie, ma ville, ma banque. Génie français, les ponts de tous les records, ce soir à 20h50 sur RMC Découverte. BFM Business, à Marseille, 103.1. Ça n'a rien d'un gagne-pain, ça n'a rien d'un passe-temps. Ça ne me suffit pas quand c'est juste suffisant. Je ne suis pas un orage, moi je suis l'ouragan. Je suis ce que je suis, comment je peux avoir tort? Je fais comme je le sens, mais je le fais plus fort. Quand tu dis que c'est le sort, moi je dis que c'est la chance. La vie ce n'est pas la vie, si elle n'est pas intense. Nouvelle Audi A1. Mode intense activé. Les imprimantes Epson EcoTank fonctionnent sans cartouche pour vous permettre de remplir des pages avec vos souvenirs de divertissement, de saveur, de frissons, d'inspiration, de projet. Plutôt que de passer votre temps à changer vos cartouches d'encre. Pour en savoir plus, consultez la page web epson.fr/EcoTank. Spécial sommet BFM Patrimoine avec BFM Business et la CNCGT. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Il nous reste 5 minutes avec nos invités du Club de la Bourse. 4 invités ce soir. Igor Demac, DNCA, Olivier de Béranger, la financière de l'Échiquier, Didier Saint-Georges, Carmignac Gestion et Marc Renaud, Mandarine Gestion. Olivier, quelques points clés là. Stratégie 2019, ça passe par quoi? Les axes, la philosophie pour aborder 2019 sur les marchés? Tout d'abord, le meilleur vecteur de performance à long terme, c'est la valorisation. Donc, tant qu'on n'arrive pas à un point d'entrée évident, il faut rester prudent. On est ici à un sommet de conseiller en gestion de patrimoine. Donc, ce qui compte pour un conseiller en gestion de patrimoine, c'est l'horizon de placement de ses clients et le risque qu'il est prêt à prendre. À moyen terme, moi, j'ai pas de doute que les obligations ne rapporteront rien. Les obligations d'État, ça peut être un pis-aller à horizon 1 mois, 3 mois, 6 mois, s'il n'y a rien d'autre à faire. Mais en tout cas, c'est pas sur le Boon ou l'OAT que vous bâtirez votre projet de retraite, Grégoire. Non, mais sur cette année, le Boon t'as bien fait quand même. Sur cette année, le Boon a bien fait. Il a commencé à 0,40, il finit à 0,20, une fois de plus. Bref. C'est effectivement désolant. Après, je disais tout à l'heure, un des vecteurs fondamentaux de performance, c'est quand même la valorisation des marchés actions. Oui. Si vous pensez gagner à horizon 5 ou 10 ans, est-ce qu'aujourd'hui on est sous-évalué sur les marchés européens? Je ne pense pas qu'on puisse malheureusement encore dire ça. En revanche, on arrive sur des niveaux de valorisation relatifs et absolus qui commencent à être corrects. Par certains secteurs, tout à l'heure Marc le signalait, il y a des titres qui ont baissé de 30, de 40, de 50%. Sans raison particulière autre que peur d'un endettement peut-être un peu trop élevé, peur d'un cycle qui ralentit, peur d'être pas sur un thème à la mode, en gros pas un thème de croissance. Donc là,
quand même, je pense qu'il y a des emplettes qui commencent à pouvoir se faire, notamment en Europe. Sur le secteur de la croissance en Europe, je serais peut-être un petit peu plus prudent, essentiellement parce qu'on n'a pas en Europe les grandes valeurs qui sont capables de délivrer les taux de croissance qu'on trouve aux États-Unis. Donc là, mieux vaut traverser l'Atlantique quand même et aller revoir des vrais modèles disruptifs qui sont capables de créer de la croissance à moyen long terme. Donc à court terme, il faut être, je dirais, conforme à ce cahier des charges du client et des portefeuilles prudents, défensifs, équilibrés ou offensifs. Il faut les suivre, mais à moyen terme, moi je n'ai aucun doute que les obligations restent un secteur qu'il faut plutôt éviter ou simplement utiliser comme coffre-fort sans espoir qui vous rapporte grand-chose. Igor, DNCA, qu'est-ce qu'on ajoute à ça en complément? Et puis un ou deux points clés pour 2019. Il faut qu'on aille vite, messieurs, parce que le temps tourne. Ça dépend, comme l'a dit Olivier, du profil de risque, mais moi je ferais plutôt une lecture à travers le niveau de liquidité. C'est-à-dire les clients, et on l'a vu sur 2018, ont perdu de l'argent sur les positions les plus illiquides, que ce soit sur les actions, donc les petites et moyennes capitalisations, que ce soit sur les taux, avec les obligations de crédit qui sont moins liquides que les obligations souveraines, que ce soit les marchés émergents par rapport, par exemple, au marché américain. Un client qui veut du risque va toujours être attiré par les actions, surtout dans ces moments où les niveaux de valorisation semblent attractifs. Et donc il faudra lui conseiller plutôt un placement liquide, parce que comme le monde est plus incertain et plus volatile, a priori, il faut qu'il puisse sortir s'il a envie. Et c'est pareil sur les taux, c'est-à-dire que si on veut un portefeuille défensif, on va acheter des obligations souveraines et du Bund, parce que c'est très liquide et qu'on peut en sortir. Et puis celui qui veut aucun des deux, il va prendre de la trésorerie, ça lui coûte 0,40 en zone euro, mais en dollars, ça lui rapporte plus de 2%. Et voilà comment je donnerais un peu les conseils. Après, ça dépend vraiment du profil bien sûr. Et de l'appétence qu'on a sur le risque macroéconomique. Aujourd'hui, personne n'est tout à fait clair là-dessus. Marc Renaud. Promis, je vais être très rapide parce que je vais être trivial. Moi, je suis plus à l'aise aujourd'hui qu'au même moment de l'année dernière. Parce que c'est moins cher. Attendez, plus à l'aise au même moment que l'année dernière. Ouais, oui, d'accord. C'est juste moins cher qu'il y a 12 mois. On était en haut cycle en accélération. On est en décélération, c'est désagréable à vivre. Mais on a cité quelques secteurs valeurs. On peut citer aussi les émergents. En plus, moi, j'ai rien à vendre là-dedans. Ça s'est pris des gros pains. Il y a 10 ans, il vaut mieux être sur des émergents que sur la consommation italienne. Voilà. Donc, je pense que c'est, en fait, paradoxalement, même s'il y a beaucoup de stress aujourd'hui, je trouve que c'est moins problématique que l'année dernière au même moment. Didier, pour conclure, il nous reste 1 minute 30. Très rapidement. Comme on en a déjà discuté, je pense qu'on est dans un phénomène d'éclatement de bulles qui ont été constituées pendant 10 ans. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut rester dans cette perspective et faire extrêmement attention. Et nous, on est positionné de manière extrêmement prudente aujourd'hui parce que ce phénomène-là, encore une fois, ne va pas s'arrêter le 31 décembre. Les bulles ont été créées principalement par un excès de liquidité qui est en train de se résorber. Et la question qu'on peut se poser ce soir, là, quand on voit une séance aussi faible, c'est est-ce que les banques centrales, la Banque centrale américaine, s'en émeut particulièrement ou pas? Et moi, il me semble que si vous essayez de vous mettre dans les chaussures de Jay Powell aujourd'hui et vous regardez cette baisse des marchés, vous vous dites finalement, quand je regarde ça sur les 5-10 dernières années, c'est pas ça qui va me faire dérailler de ma politique de normalisation monétaire. Donc je pense qu'on est encore pour l'instant au début d'une phase où il y a ce télescopage. Vous avez d'un côté le cycle économique qui commence un petit peu quand même à se gripper et la liquidité qui continue d'être réduite. Donc ce phénomène-là, à mon avis, on est en plein dedans. Et une Fed qui n'est pas encore suffisamment stressée elle-même par les réactions de marché pour dire je vais venir à votre secours, les investisseurs. Si clairement Donald Trump doit déjà être en train d'appeler Powell au moment où on parle. Mais il me semble qu'un banquier central classique, et c'est le cas de Jay Powell, ne va pas se laisser dicter sa politique monétaire parce que le S&P perd 5%. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir passé cette heure avec nous. Marc Renaud, Mandarin Gestion, Didier Saint-Georges, Carmignac Gestion, Olivier de Béranger, la financière de l'échiquier, et Igor Demac, DNCA, qui étaient les invités de ce club de la bourse un peu spécial à l'occasion évidemment de cette première édition du sommet BFM Patrimoine. On a été ravis de vous accueillir ici au Palais d'Iéna pour ceux qui sont venus, les exposants, les professionnels qui ont participé à ce sommet, et toute l'antenne délocalisée depuis ce matin 9h ici au Conseil.